Bienvenue, c'est Smart Mag, le magazine des nouvelles intelligences, et on va s'intéresser aujourd'hui à l'intelligence artificielle dans les lieux de travail, dans le cadre d'un colloque qui se tient ici à France Stratégie, un colloque sur le thème du digital, mais surtout du travail à l'ère du numérique. Alors, on en parle ici au Lab de France Stratégie avec nos invités que je présente tout de suite. David Giblas, qui est directeur innovation digitale et data chez Malakoff Médéric. Merci d'être avec nous. Et Yolène Janin, qui est sous-directeur de la valorisation et de la stratégie de la donnée au commissariat général au développement durable. Merci d'être là. Alors, on va parler de ce sujet qui fait quand même énormément fantasmer. Qu'est-ce qu'on peut dire comme chose sur l'intelligence artificielle? On en est où exactement de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Est-ce qu'elle existe déjà dans notre quotidien, dans notre travail? On en est où de l'intelligence artificielle? Et c'est quoi l'intelligence artificielle? Vaste question. Alors c'est quoi? C'est un héritage de technologie qui vise à reproduire le fonctionnement de l'esprit humain. Ça a été rappelé lors du colloque que ça date des années 40, 50, donc c'est quelque chose d'assez ancien, mais qui a connu une accélération très spectaculaire il y a quelques années, peut-être une toute petite dizaine d'années, qui a fait que, par exemple, la capacité à reconnaître des lettres pour une machine, à déchiffrer une écriture, à reconnaître et à classifier des images, à reconnaître la voix, tout d'un coup, des tâches qui étaient compliquées pour des machines, elles sont devenues accessibles grâce à la multiplication des images, des enregistrements vidéo. Et on a donc ces nouveaux outils qui apparaissent et qui sont utilisés pour faire du targeting publicitaire, dans votre téléphone portable pour vous servir d'assistant vocal, pour faire de la reconnaissance d'écriture et pour faire dans un aéroport en Chine, par exemple, pour faire de la reconnaissance de visage extrêmement efficace pour des questions de sécurité. Donc, c'est des technologies qui arrivent avec des applications spectaculaires. On nous fait rêver avec la victoire de la machine au jeu de Go, avec la victoire de la machine à plein de jeux Quake 3, je crois, il y a quelques jours encore. Donc tous les jours, on a des nouvelles annonces. Ça, c'est pour le côté ludique. C'est pour le côté ludique. Et mais évidemment, on peut imaginer que ça peut être exceptionnel pour la santé, notamment dans le cadre de la recherche. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des expériences qui ont été menées en termes de dermatologie pour analyser de manière prédictive si on pouvait être atteint d'un cancer de la peau. Donc l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est une réalité à condition d'utiliser la matière première de cette intelligence artificielle. Ce sont les données qui sont à la disposition d'une entreprise, de collectivités, du grand public. Et après, on se posera la question des libertés. Mais la base de l'intelligence artificielle, c'est d'abord ce qu'on donne à nourrir à la machine. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a deux leviers de performance importants qui sont les talents et les données. Et sans les données, vous ne pouvez pas alimenter ces moteurs d'intelligence artificielle et donc un problème de performance au bout du compte. Et donc le premier travail dans l'entreprise, c'est bien sûr, c'est consolider ce patrimoine de données, le documenter, le mettre en qualité, le stocker à un seul endroit si possible et le mettre à disposition des différents usages qu'on peut en faire. Mais oui, l'intelligence artificielle est une réalité concrète dans l'entreprise aujourd'hui, sur des sujets bien sûr autour de tous les modèles analytiques, des modèles de statistiques qui s'appuient sur des techniques de machine learning, d'apprentissage automatique, qui permettent d'aller bien au-delà des techniques classiques de programmation. Vous avez aussi les agents conversationnels qui permettent de faire évoluer les relations et interactions entre les hommes et la machine, notamment sur tous les centres de relations clients. L'automatisation des processus, parce que jusqu'alors on était bloqué quand on avait des données qui n'étaient pas structurées. Maintenant, par ces capacités de compréhension des caractères, voire même du langage, on peut rentrer dans des chaînes qui sont automatisées et plus largement autour du traitement du langage naturel, que ce soit l'email, l'accès à des bases de connaissances. Donc oui, aujourd'hui dans l'entreprise, il y a une réalité très concrète avec des cas d'usage qui génèrent une valeur très perceptible pour l'entreprise. Et alors dans une entreprise comme la vôtre, quel est l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle ? L'intérêt, il est par la valeur. Donc on s'aperçoit que ces techniques nous permettent d'aller accéder à un potentiel de valeur qui était difficilement accessible jusqu'alors. Donc ça peut être de la génération de revenus par une meilleure compréhension des besoins clients, par une meilleure personnalisation de la réponse en matière d'offres que vous pouvez faire. Bien sûr, en matière d'efficacité et de productivité, quand il s'agit de traitement automatique de processus, on voit bien l'efficacité et la productivité qu'on peut améliorer derrière. C'est également la satisfaction client, parce que par une nouvelle interaction
information plus rapide, plus conviviale, eh bien, vous avez une capacité à augmenter la satisfaction du client. Et puis enfin, c'est aussi une capacité à mieux piloter avec des outils d'aide à la décision qui sont extrêmement sophistiqués. Donc pour toutes ces raisons-là, les entreprises aujourd'hui ont une nécessité, je dirais presque absolue, de déployer l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Voilà, notre sujet, c'est la question de l'intelligence artificielle dans les lieux de travail. Donc, aujourd'hui, on fantasme beaucoup, mais on n'est pas remplacé par l'intelligence artificielle. On n'en est pas à ce stade aujourd'hui. C'est un collaborateur artificiel, l'intelligence artificielle. Alors, déjà, il faut avoir en tête qu'on est au début de cette technologie-là. Non pas, elle est mûre, ce qu'on a évoqué, mais son déploiement dans les entreprises reste encore assez limité dans l'entreprise en général. Il y a des secteurs comme la santé, comme la banque, ou des secteurs dans les médias où c'est des outils qui sont extrêmement utiles pour faire fonctionner des réseaux sociaux, pour faire des algorithmes de recommandation. C'est des briques qui sont essentielles. Mais dans la vie de tous les jours, vous l'utiliserez peut-être parce que ça vous aidera à faire une traduction de façon automatique, parce que ça vous aidera à faire c'est ça qui vous aidera à avoir un moteur de recherche performant. Mais finalement, c'est des tâches que vous faisiez déjà. Le moteur de recherche s'est un petit peu amélioré, mais vous en rendez pas forcément compte. Pour autant, effectivement, ça va continuer à se développer. On va les utiliser davantage. Les agents conversationnels vont probablement transformer fortement ce monde de la relation client. Et donc, il y a cette inquiétude souvent exprimée de dire, mais est-ce que ça ne va pas prendre ma place, ça ne va pas automatiser? Alors, ça va automatiser certaines tâches. C'est-à-dire, effectivement, une action dans laquelle je devais prendre un formulaire, le lire, vérifier dans quelle case il est et assurer sa transmission à la personne d'après. Cette tâche-là, pour peu qu'on ait suffisamment d'exemples, si ça se trouve, on va être capable de l'automatiser. Déjà, le fait qu'on soit capable de l'automatiser ne veut pas dire qu'on va effectivement l'automatiser. En tout cas, ça peut prendre un certain temps, il faut que ce soit rentable. Ça fait longtemps qu'on sait faire des caisses automatiques. Une caisse automatique, ça n'a pas exactement la même fonction que de passer au caissier. Il y a des fois, c'est l'humain en fait une partie de la tâche. Donc on voit bien que dire c'est automatisable, ça ne veut pas dire que ça se transforme immédiatement. Donc dans plein de cas, on n'aura pas un grand remplacement. En revanche, on va avoir des assistants, effectivement, de plus en plus. On les a déjà un petit peu sur les transports en vous disant, bah, tiens, voilà l'itinéraire le plus rapide. Vous cherchez telle information, bah, un moteur de recherche, c'est ça. Il vous donne accès plus rapidement à cette information. Après, toutes les autres tâches de votre métier, elles restent. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces informations-là. Donc, en fait, ça nous permet de nous libérer des tâches les plus ennuyeuses, des plus fastidieuses. Et finalement, ça permet à l'être humain de se concentrer sur ce qui doit être sa valeur ajoutée première. Sur les cas qu'on a déployés donc au sein de Malakoff Médéric, en fait, on voit deux logiques. Donc une logique rationalisante, qui consiste à faire ce que vous dites, c'est-à-dire des tâches qui n'étaient pas automatisées, qui sont automatisées pour libérer du temps et consacrer donc ce temps libéré à des tâches à plus forte valeur ajoutée, donc pour la personne elle-même et pour les clients, bien entendu. Après, vous avez des logiques plus compliquées qui sont des logiques capacitantes. Donc c'est comment l'algorithme finalement va contribuer à améliorer donc le métier de la personne pour quelque part l'augmenter. Voilà. Et donc on a des exemples très concrets, donc notamment dans le monde de la santé, quand il s'agit de diagnostic médical. Vous avez évoqué le sujet tout à l'heure, dans le domaine de l'oncologie, où c'est vraiment un des domaines les plus avancés, dans lequel effectivement l'algorithme combiné donc au médecin arrive à des niveaux de performance qui dépassent la performance de l'humain et la performance de la machine. Et donc là, on est plus dans des logiques de capacité, d'augmentation de la capacité, de la performance, pour in fine, une nouvelle fois, apporter de la valeur donc au métier de l'entreprise. Donc là, on a parlé de la santé. Est-ce que tous les secteurs du domaine économique sont concernés? Alors, dans des travaux qu'on avait faits, ce qui nous avait frappé, c'est qu'effectivement, on dirait à peu près tous les secteurs sont concernés. Il y a peut-être quelques cas, un acteur de théâtre restera l'acteur de théâtre, mais on voit bien que finalement, pour cette activité de la scène, il y a tout à côté des problèmes de logistique, des problèmes d'organisation, des problèmes d'administration, de traitement d'images, de décors, pour lesquels des outils d'intelligence artificielle peuvent avoir du sens. On est sur une technologie qui est très générique. Ce qu'elle fait, c'est elle a besoin d'un substrat numérique, des données, des images, du texte. Elle a besoin de beaucoup d'exemples, dans pas mal de cas, c'est-à-dire un peu de matière pour s'entraîner, une tâche qui soit aussi suffisamment définie. Et dans un nombre croissant de cas, probablement, elle sera capable de reproduire ce petit bout de tâche-là. Et cette activité de classer, de traiter des documents, des informations, c'est une composante qui est là dans pratiquement tous les métiers. Donc on peut dire que tous les métiers, à un moment ou à un autre de leur déroulement, vont intégrer des briques d'intelligence artificielle, sans d'ailleurs forcément que les utilisateurs en soient très conscients. De même qu'aujourd'hui, on embarque dans le moindre téléphone, ordinateur ou autre, des technologies extrêmement sophistiquées pour des usages derrière
dont on ne voit plus toute la complexité. C'est aussi un des grands enjeux des interfaces dites en langage naturel, la capacité à traiter la voix, la capacité à traiter une écriture, à traiter même quelque chose qu'on aurait écrit. Et bien, cette interface avec une machine qui peut être compliquée, l'intelligence artificielle peut fournir les moyens qu'elle soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. On parle à la machine, elle retranscrit ce qu'on a dit, elle est capable de l'interpréter, de traduire ça en ordre, pour le moment pour des ordres assez simples. L'archétype qu'on donne, c'est achète-moi une pizza à côté ou commande-moi un taxi. C'est pas non plus la composante essentielle des métiers, mais ces outils d'interface ont vraiment la possibilité de faire que ces machines qui jusque-là nous ont plutôt compliqué la vie en ayant des interfaces de plus en plus sophistiquées, à l'avenir soient en interaction assez fluide avec le travailleur qui fera des tâches peut-être nouvelles, un peu différentes, d'organisation, des tâches sociales, des tâches de se poser des questions, qui est le seul métier qu'il peut faire. En revanche, des tâches d'exécution ou des tâches qui demandent un très gros volume de traitement, regarder des milliers d'heures pour détecter un problème, regarder des heures d'enregistrement d'une échographie, enfin pas d'une enregistrement de cardiaque, un électrocardiogramme. La machine fait un pré-traitement, elle dit regarde, concentre-toi sur cet endroit-là. Et cette assistance, elle peut se faire de façon extrêmement fluide. Et donc, un peu un complément de la numérisation, mais qui devrait contribuer à ce que la numérisation, qui était souvent aussi qui compliquait et rigidifiait, ça puisse apporter un peu de souplesse aussi dans les organisations. Et à ce point de vue-là, ça a un potentiel, qui demande à être réalisé, mais un potentiel d'amélioration et de simplification des conditions de travail qui n'est pas négligeable. Est-ce qu'on arrive à se projeter à 10 ans, parce que vous disiez tout à l'heure, ça va très vite, en 1 an et demi, 2 ans, c'est incroyable ce bouleversement. Est-ce qu'on arrive à anticiper? Parce qu'il s'agit demain de travailler en bonne intelligence avec l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Je pense que c'est assez difficile, puisque même si aujourd'hui l'intelligence artificielle s'appuie sur des fondamentaux technologiques qui datent quand même des années 40, des années 50, néanmoins on s'aperçoit qu'il y a quand même une accélération assez forte et je dirais donc une sophistication de plus en plus forte de ces technologies. Je pense que c'est difficile de répondre à cette question et dans le monde de l'entreprise, ce qui est plus important, c'est de traiter d'ores et déjà avec efficacité donc les technologies que vous avez à votre disposition. Et c'est pour ça que je recommande fortement de rentrer dans des logiques d'expérimentation d'ores et déjà, pour essayer de mieux apprécier quel est l'impact sur les métiers, pour tout de suite se préparer à cette transformation qui est une transformation profonde, puisque c'est plus que de la mécanisation, c'est beaucoup plus que de l'automatisation, comme on le disait. Des métiers vont s'hybrider pour se transformer en quelque chose qu'il est aujourd'hui assez difficile à percevoir, à apprécier. Donc les technologies vont évoluer, c'est pour ça qu'il faut se mettre en capacité d'intégrer régulièrement ces technologies, expérimenter, et puis progressivement donc aller chercher la valeur que ces technologies vous permettent d'aller chercher. Voilà, on est sur une évolution de l'intelligence artificielle, donc ça veut dire aussi pour nous une adaptation. Donc ça c'est complexe parce que ça veut dire que les métiers vont devoir s'adapter. On va devoir donc se former plus régulièrement tout au long de sa vie, j'imagine. C'est un des grands enjeux effectivement de cet enjeu de formation, avec peut-être deux approches un peu différentes. Un cas où finalement le métier reste le même assez fondamentalement. En revanche, son contenu se déforme un petit peu au cours du temps parce que progressivement, différentes tâches, une petite partie disparaît. Mais c'est pas grave, il y a d'autres tâches qui vous occupent là-dessus. La nature a horreur du vide, donc faut pas s'inquiéter dès qu'on est capable de traiter plus vite telle activité. Si on peut améliorer le traitement des mails, on vous en enverra plus, il n'y a pas de problème. Donc il y a cette transformation progressive qui, elle, nécessite un peu de s'adapter à ces nouveaux outils, de les intégrer. Et après, il ne faut pas exclure aussi le fait qu'on est dans quelques secteurs ou à quelques occasions des changements qui soient plus radicaux. Et là, c'est un défi qui est beaucoup plus grand pour les salariés, pour les entreprises, pour la puissance publique aussi, qui seraient les cas où on a une automatisation qui change beaucoup plus radicalement la manière de produire un service. Un exemple emblématique, c'est celui de la conduite autonome. Voilà, on pourrait dire c'est de la science-fiction. Là, maintenant, il y a des véhicules qui roulent déjà en mode autonome. Ils ne sont pas encore suffisamment fiables pour rouler de façon massive, mais cet horizon se rapproche. Il y a un moment où probablement le transport routier se fera par des véhicules dont une grande partie de la conduite se fera de façon autonome. Ça modifiera assez profondément les chaînes logistiques, les métiers aussi là-dedans. Et donc il y a un devoir de se préparer, peut-être pas à une transformation donnée, parce que je crois qu'on ne sait pas effectivement à quelle vitesse exactement ça va se déployer. Il y a probablement des transformations qui iront beaucoup plus vite que ce qu'on imagine, d'autres qui vont être beaucoup plus lentes finalement. On peut regarder la ville, elle ressemble encore beaucoup à ce qu'elle était il y a un certain temps, mais notre activité sur les réseaux sociaux, les manières d'échanger, elle a pu se modifier beaucoup plus rapidement. Comment ça va se transformer en 10 ans, on ne le sait pas forcément. En revanche, le devoir d'anticipation, lui, est extrêmement important. Au niveau des salariés, en gardant un peu de cette
agilité ou flexibilité ou capacité à se former à des nouveaux métiers, entreprises en réinventant leur modèle et puissance publique en mettant en place les filets sociaux ou d'accompagnement nécessaires. Alors comment on pourra tous réagir? Est-ce qu'on pourra agir chacun de manière égale face à cette révolution digitale? Employés qualifiés, employés moins qualifiés, est-ce qu'on sera tous égaux devant cette révolution de l'intelligence artificielle? Alors, vous avez raison, tous les métiers vont être impactés. Et ce qui est probablement assez nouveau, c'est qu'on a une vague d'automatisation en fait, qui touche également les emplois très qualifiés, ce qui était jusqu'alors pas vraiment le cas. Et donc oui, vous avez raison, et je pense que c'est la responsabilité de l'entreprise, au-delà de la puissance publique qui doit donc apporter un certain nombre de filets de sécurité, comme le précisait Lionel, c'est de la responsabilité de l'entreprise de faire en sorte que l'anticipation et l'accompagnement de l'ensemble de cette transformation des métiers soit bien prise en charge. Voilà. Et il faut le faire dès maintenant parce qu'on sait déjà que la plupart des métiers de l'entreprise vont être affectés et donc il faut mettre des dispositifs donc, de compréhension, d'anticipation, d'accompagnement, de formation, donc continue, formation initiale, pour faire en sorte que cette transformation laisse si possible, le moins de monde sur le bas-côté. Et ça demande des efforts importants. Et ça demandera aussi des efforts importants en matière d'ouverture, parce que c'est vrai que pour certains métiers, on est rentré dans des logiques très quotidiennes. Et il va falloir se reposer les questions, finalement, sur la finalité de cet emploi. Quelle est la valeur vraiment que je pourrais générer? Et peut-être faire évoluer son métier progressivement vers quelque chose d'assez nouveau. Merci beaucoup David Giblas. Je rappelle que vous êtes directeur innovation digital et data chez Malakoff Médéric. Et merci également Lionel Janin, sous-directeur de la valorisation et de la stratégie de la donnée pour le Commissariat général au développement durable. Voilà, ce Smart Mag est terminé. Merci encore de l'avoir suivi. Nous étions ici depuis le lab de France Stratégie avec qui nous avons monté ce rendez-vous.